grandissant ma fenêtre pour voir si tout était bien. Je vois que ce que j'ai ici, j'ai là. Donc j'ai fait mon entrée. J'aime bien mettre des petits dièses comme ça pour faire bien la différence de mes modifications. Je fais échappe pour quitter, 2 petits points pour pouvoir sortir, enregistrer, Q pour quitter, entrée, et voilà. Maintenant j'ai fait une mise à jour de la liste des logiciels qui est actuellement dans le cache de Debian. Un update comme on dit, hein. J'appuie sur entrée. Voilà, il va commencer à chercher donc le serveur et il va mettre à jour le cache de paquets local avec le cache de paquets distant. Dans mon cas là, c'est peut-être pas les mêmes que chez vous parce que j'ai mis un serveur un petit peu plus complet avec un bureau pour y accéder directement depuis la machine si jamais j'ai besoin pour faire des ratifications et faire des modifications directement sur le serveur. Mais chez vous, ça va être beaucoup plus rapide que ce que vous voyez actuellement chez moi. Avant de continuer, je voulais faire une remarque très importante. Ici, là, au niveau de ces fichiers que vous voyez maintenant, là, c'est les fichiers de la carte réseau que nous avons configuré un petit peu plus haut. Il faut que vous soyez très sûr de votre carte réseau qui est branchée. ETH0 c'est pour la première, ETH1 c'est pour la deuxième carte vue par le système. Il faut toujours les faces tel comme c'est marqué là, ETH0, il faut que ça corresponde l'une avec l'autre là. Il faut que ce soit statique. Attention, il faut absolument mettre un dièse devant IFAS, ETH0, Inet, DHCP, tel comme le serveur a mis par défaut au départ, lors de l'installation. Donc il faut être très sûr de cette configuration là. Je me suis déjà trompé dans cette première ligne une fois, donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Il faut vraiment faire attention pour ne pas se tromper. Le numéro de votre adresse IP va correspondre à l'adresse de chez vous. Soit ça va être 0 point quelque chose, soit va être 1 point quelque chose. Il faut que vous connaissiez un peu les caractéristiques de votre réseau local. Très important aussi, lorsque nous avons déclaré le nom de domaine dans les fichiers host ainsi que l'adresse IP de serveur qui a le nom de domaine que nous avons déclaré. Donc il faut qu'il ait une cohérence. Si vous vous trompez ici, vous n'allez pas tomber sur votre serveur. Vous allez avoir des soucis plus tard. Voilà une petite remarque avant de continuer. Donc quand vous avez fait un apt-get update, vous avez donc tombé sur beaucoup de choses qui paraît un peu comme ce que vous voyez là, une liste de déroulement de la mise à jour de cache de chez vous avec le cache du serveur Debian. Donc, des fois vous aurez un message comme celle-ci que vous avez là, que j'ai ici en tout cas. On va donc refaire un apt-get update afin de corriger ce problème. Là, on n'a plus. Maintenant que nous avons dit à Debian qu'il va chercher dans cette adresse que nous avons ajoutée les mises à jour et tout ce qu'il faudra. Maintenant Debian sait le faire. Nous l'avons dit aussi de faire un update de cache pour pouvoir mettre à jour les logiciels. Maintenant on va dire à Debian de mettre à jour tous les logiciels qu'actuellement nous avons installés, qui Debian a installé depuis le début. Parce que, à ne pas oublier, tout a été installé depuis le CD-ROM d'installation. Or, depuis le CD-ROM d'installation jusqu'au jour où vous allez installer le serveur, il peut découler quelques heures, quelques jours. Il se peut très bien qu'une mise à jour a été mise à disposition, ce qui fait que peut-être votre logiciel sur le serveur n'est plus à jour. C'est pour cette raison qu'on fait un update et ensuite un upgrade pour upgrader, mettre à jour les logiciels actuellement disponibles
à l'intérieur de votre serveur. Donc vous allez taper apt-get upgrade et vous appuyez sur entrée pour pouvoir vérifier. Là nous voyons bien qu'il n'a rien changé, tout est ok, tout est à jour. Très bien. Maintenant que nous sommes sûrs du, comment dirais-je, de serveur, nous avons donc configuré l'adresse IP, nous avons configuré la passerelle, nous avons configuré le nom de domaine, nous avons configuré le nom de host. Maintenant nous allons aussi dire au serveur que lorsqu'il se lance, qu'il se met à jour avec le temps universel. C'est pour ça qu'on va lui dire de faire un NTP date comme on dit. Donc d'abord on installe NTP date. Donc on fait apt-get install plus loin, install NTP plus loin, NTP date, et on appuie sur entrée pour valider l'installation. On répond oui lorsqu'il pose des questions, si on veut l'installer ou pas. Et voilà, on continue l'installation. Il se peut que pendant justement l'installation, il vous demande d'insérer le CD-ROM dans le lecteur. C'est fait exprès parce que il faudra dire dans le fichier des sources de Debian qu'il faut plus qu'il aille chercher sur le CD-ROM, mais qu'il aille tout le temps chercher dans le serveur de Debian directement. Donc ce qu'on va faire, on va faire un CTRL-C à ce niveau-là pour arrêter. Et on va donc taper la commande qu'il faut pour y accéder au fichier des sources. La commande à taper est celle que vous voyez actuellement, vi/etc apt source list. Vous validez par entrée. Et là tout en haut, on voit bien que le CD-ROM est toujours valable dans cette ligne-là. Donc on se met dessus, on appuie sur oui pour rentrer un caractère là-dessus, et on met un petit dièse devant, afin d'éviter que Debian, que le serveur aille chercher sur le CD plutôt qu'il d'aller chercher sur le serveur de Debian loin, le serveur distant. On appuie sur échappe pour quitter, deux petits points, WQ pour sortir, enregistrant bien entendu le fichier. Maintenant, on installe à nouveau apt-get install NTP date. En principe, il ne va plus chercher sur le CD-ROM, il va chercher directement sur le serveur. Je valide en disant que je veux bien qu'il l'installe. Il ne cherche plus ici, il va chercher loin sur le serveur de Debian. Des fois, il nous dit qu'il faut faire un apt-get update à nouveau afin de corriger de certains problèmes. Alors on les fait, on obéit. Linux, ça ne rigole pas, il vaut mieux être sûr avant d'aller en avant. N'oublions pas que nous installons un serveur. Alors maintenant nous allons installer quelques petits logiciels de courrier, de sécurité, la base de données, le phpMyAdmin et plein d'autres petits outils. Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque outil, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Disons que nous allons tout installer sur une seule commande, telle comme vous le voyez ici. Une seule commande pour tout installer, en tout cas cette partie là, parce que nous allons installer encore beaucoup plus de choses, comme vous voyez ici. Maintenant que j'ai tout tapé, bien entendu un copier-coller, j'appuie sur entrée. Il pose la question si je veux bien installer tout ça. J'ai dit oui avec un O majuscule, j'appuie sur entrée. Et là, nous voyons bien que l'installation de tous ces outils c'est fait. On voit MySQL à ce niveau-là. On voit de Perl ici. On voit de SQL client là. Le MySQL serveur et client ici. Donc, ça continue. Laissons-le faire. Alors, pendant l'installation, il va demander un nouveau mot de passe super utilisateur de MySQL. C'est le mot de passe de MySQL Server. Attention, il faut mettre quelque chose de difficile
plus de 8 caractères, je vous conseille, mais l'idéal c'est égal ou supérieur à 12. Vous mettez votre mot de passe, vous validez en cliquant sur OK. Vous confirmez donc le mot de passe et vous validez par OK. Vous faites OK. Et là, il demande quel est le type de configuration du postfixe, le serveur de messagerie. Vous choisissez celui qui vous convient, mais dans notre cas bien précis, on dit site internet. On fait OK. Après, il cherche le serveur de nom de courrier. Donc il faut qu'on donne le nom, notre nom de domaine. C'est ça que nous avons créé. Fait OK. Bon, maintenant nous allons configurer Bind, puisque on vient d'installer le postfixe, hein, le système des transports d'email, hein, l'agent, etc. Nous avons maintenant configuré MySQL en disant dans quelle carte réseau il va écouter, MySQL va écouter, ou si on veut qu'il écoute, que le processus écoute sur toutes les cartes réseau. Alors pour cela, on va faire un V, hein, on va configurer le fichier de configuration myCNF, c'est le fichier de configuration de MySQL. On va l'ouvrir. Et là, nous voyons donc la configuration. Ce qui nous intéresse de trouver dans ces fichiers de configuration, c'est là où il déclare que la carte réseau qui bind, si vous voulez, doit écouter simplement localhost et pas toutes les cartes réseau. Mais dans notre cas, supposons que vous avez deux cartes réseau, une carte réseau interne, une externe, et vous voulez que ça écoute de deux côtés. On va dire à Bind de ne pas seulement écouter la carte locale, mais toute. Et pour cela, il suffit de faire un petit i pour insérer un document, des textes. Vous insérez un dièse devant Bind adresse, afin qu'il écoute pas seulement l'adresse locale, mais les autres cartes réseau aussi. On fait un échappe, deux petits points au WQ pour quitter. Et là maintenant, nous avons donc déclaré ce qu'il fallait pour MySQL. Maintenant, on va redémarrer donc MySQL pour être sûr que cette configuration est prise en compte, telle comme on vient de faire. Donc la commande, vous la voyez ici. J'ai fait en entrée pour que ça redémarre le serveur MySQL. Et maintenant qu'il a redémarré, on va donc vérifier s'il écoute bien, non seulement sur le port local, mais sur tous les autres adresses. Avec la commande netstat -tap grep mysql. Et là, on voit bien qu'il écoute sur toutes les interfaces. Il est là. Vous le voyez bien. Bon. Et nous avons ici toutes les interfaces. Donc c'est bon, ça marche. Maintenant on va installer l'antivirus, les spams assassins, hein, anti-spam, tout ça. Alors on va envoyer tout ça dans une seule commande que vous la voyez ici. Je fais un clear pour que ce soit plus clair l'écran. Voilà, toutes les commandes sont là. Si vous voulez ces commandes chez vous, je peux vous l'envoyer par email, il n'y a pas de problème. Et donc tout y est, j'ai juste qu'à valider par entrée et dire bien entendu que je suis d'accord avec cette installation. L'installation se met en route. Si tout s'est bien passé, vous allez retomber donc sur l'envie de commande comme d'habitude. Et là maintenant il y a encore d'autres choses installées, bien entendu. Nous avons installé donc tout ce qui concerne le courrier, ce qui concerne les bases de données,
Maintenant nous allons attaquer